Alors, comment interpréter, restituer en maximisant l'ensemble des résultats qui sont donnés par les restitutions EVA. Alors, en fonction du contexte de la passation, de la situation dans laquelle se trouve la bénéficiaire, selon qu'il y a un projet défini ou pas, l'utilisation des restitutions d'EVA peut être assez différente. Dans le cadre d'un projet professionnel défini, EVA va permettre plutôt aux professionnels de vérifier l'adéquation entre un projet et les compétences, que ce soit les compétences transversales ou les compétences de base, et d'échanger avec la personne sur les différentes étapes et les points à travailler pour mener à bien son projet. Dans le cadre d'une personne qui n'a pas de projet professionnel, la restitution d'EVA va plutôt s'avérer pertinente pour amorcer la définition d'un parcours en s'appuyant sur les points forts et les affinités de la personne avec certains types de tâches et pour parcourir des métiers en lien avec ces points forts et échanger avec elle à ce sujet. Regardons un peu en détail maintenant les restitutions et comment les présenter aux personnes selon les contextes et les projets. Là, le bloc profil de la personne, c'est généralement le bloc qui est utilisé par les professionnels pour démarrer la restitution. Ça permet de sortir d'une logique évaluative descendante et va générer un moment propice à l'échange, à la discussion avec la personne sur son parcours, ses éventuelles difficultés qui peuvent altérer son parcours d'insertion. Et également, quand elle a rempli le questionnaire d'autopositionnement, d'avoir une idée de la perception qu'elle a de ses propres compétences et donc de la confiance en elle que la personne a. Comment est-ce qu'elle perçoit ses compétences? Est-ce qu'elle est en déficit ou en excès de confiance? Voilà. Lorsqu'Eva est passée au démarrage d'un accompagnement, ça permet souvent aux professionnels de créer un climat de confiance, de faire passer Eva, voilà, mieux connaître la personne, d'aborder avec lui les difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie de tous les jours et qui peuvent avoir un impact aussi sur son projet. Donc par exemple, ici, quand on voit un petit peu des résultats de données de santé, on pourrait demander à la personne j'ai vu que tu as des problèmes de vue, est-ce que tes problèmes de vue sont pris en charge? Comment tu as découvert, par exemple, pour une pour d'autres questions, comment tu as découvert que tu vivais mal, par exemple, les environnements bruyants? Est-ce que tu as déjà été suivi pour des troubles 10? Voilà. C'est des questions, on va pouvoir s'appuyer sur, ici, notamment des données de santé, les questionnaires d'autopositionnement, pour pouvoir vraiment amorcer un échange facilité. Le professionnel peut aussi s'appuyer sur le questionnaire d'autopositionnement pour comparer la perception qu'a la personne de ses propres compétences transversales et la comparer aux résultats donnés par le test. Ça permet d'échanger avec la personne aussi sur les expériences professionnelles passées qu'elle a eues et sur la manière dont elle perçoit ses forces et ses faiblesses, ses points d'amélioration aussi, qui pourraient être à travailler dans le cadre de son projet d'insertion. Par exemple, tu as indiqué ne pas être très à l'aise avec ce type de tâche, pourtant le test indique que tu es plutôt à l'aise. Qu'est-ce qui fait que tu t'évalues si durement, par exemple? Ou est-ce que tu as eu une expérience qui t'a amené à penser ta compétence de cette manière? Donc ça permet vraiment de s'appuyer sur ce questionnaire d'autopositionnement et sur les compétences transversales pour rebondir sur le concret de son expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Le bloc des compétences numériques, lui, va permettre de savoir si la personne est allée au bout du module en réalisant le petit jeu et donc en ayant la compétence de réaliser les manipulations de base de l'outil informatique. Donc le glisser-déposer, le clic-souris, l'utilisation des flèches, la saisie de texte, qui seront ensuite des manipulations qui sont demandées pour la suite du test sur les différents petits jeux évaluatifs. Selon le contexte et si la personne n'a pas aidé pour finaliser ce module, ça permet de s'assurer que les résultats qui suivent sont pas biaisés par une éventuelle incapacité à réaliser les opérations informatiques. C'est pas vraiment ce bloc, la maîtrise des compétences de l'informatique, des fondamentaux, c'est pas un test, un module d'évaluation des compétences numériques, mais c'est vraiment à visée de vérification qu'on ne demande pas à une personne
en forte situation d'électronisme de passer un test numérique. Voilà. Et le conseiller peut aussi s'appuyer sur cette partie pour pouvoir échanger avec la personne sur son positionnement vis-à-vis des outils numériques et de son utilisation de l'outil informatique. Le bloc compétences transversales, lui, il est plus souvent utilisé à titre pédagogique dans le cadre d'un accompagnement global sur le projet, plutôt qu'à titre strictement évaluatif. Il permet souvent aux professionnels de lier les compétences de base à des contextes professionnels et de les dissocier du strict parcours scolaire, qui est en général un petit peu le repère des personnes éloignées de l'emploi quand on parle des compétences de base. Là, dans le cas où une personne aurait des difficultés révélées sur les compétences de base, les compétences transversales peuvent s'avérer utiles pour dédramatiser les difficultés de la personne avec ses compétences de base en mettant en avant ses atouts et ses forces et en s'en servant d'appui pour la revaloriser malgré les difficultés repérées sur les savoirs de base. Donc vraiment, l'objectif des compétences transversales, c'est plutôt d'être un moteur d'une remobilisation. La valorisation factuelle de la personne par les compétences transversales permet de se projeter sur un premier horizon professionnel. Une formation, par exemple pour une meilleure maîtrise des compétences de base, pourrait être une des briques qui permet de construire le parcours et non plus comme une fin en soi. Voilà, ça permet de renouveler une démarche d'accompagnement. Le professionnel peut balayer avec la personne ses compétences transversales et de s'appuyer sur les différents jeux d'éval et différentes mises en situation pour rendre plus concret le concept des compétences transversales. Tel type de tâche va mobiliser tel type de compétences. Ce type de compétence va se retrouver dans ce type de métier. Dans le cadre d'une personne qui a un projet professionnel défini, on va pouvoir s'appuyer sur les compétences transversales les plus fortes pour ouvrir un petit peu l'échange avec elle. Est-ce que tu as eu conscience, par exemple ici, que tu mobilisais cette compétence? Est-ce que tu penses que ces compétences-là, donc par exemple les compétences les plus fortes, sont mobilisées dans le métier que tu vises? Voilà, ça va permettre vraiment un petit peu de rentrer dans le détail de ces atouts. Sur les compétences les plus faibles, on peut demander à la personne, est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que ces compétences-là, dans lesquelles peut-être tu aurais des progrès à faire, c'est des compétences qui sont utiles dans le métier que tu vises, par exemple? Si oui, est-ce que tu vois des choses sur lesquelles tu peux travailler dans ta vie quotidienne, par exemple, pour améliorer un petit peu tes compétences là-dessus et progresser pour pouvoir mieux atteindre ton projet professionnel. Si on prend le cas d'une personne qui en revanche n'a pas de projet professionnel, il est plutôt préconisé de se concentrer sur les compétences transversales les plus fortes, les potentielles, plutôt que les plus faibles. En lui posant des questions de type est-ce que tu as eu conscience que tu mobilisais cette compétence? Est-ce que tu as aimé la mobiliser? Est-ce que tu voudrais qu'on parcourt ensemble la liste des métiers, par exemple, sur cette compétence que tu as aimé? Et donc, on va pouvoir parcourir des métiers, ouvrir un champ des possibles. Et si des pistes de métiers émergent, voir avec eux en quoi leur niveau en compétences de base pourrait être un soutien dans le projet. Ou alors un frein en prenant des exemples concrets. C'est très important de relier systématiquement le besoin de renfort en compétences de base avec la poursuite d'un projet professionnel qui les intéresse et qui est atteignable avec du sens pour eux. Voilà. Dans le cadre des jeunes décrocheurs, souvent, la liste des métiers peut aussi servir d'accroche pour envisager une rescolarisation en regardant par exemple des métiers qualifiés qui pourraient les intéresser. Donc pas forcément les métiers qui vont être en tension, qui sont les premiers en général proposés sur les listes des métiers EVA, mais vraiment d'élargir à l'ensemble des métiers qui sont proposés par secteur d'activité. On pourrait effectivement lui dire, par exemple, ce métier-là, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Tu vois, tu as déjà une compétence, tu as déjà acquis une compétence qui est recherchée dans ce métier-là, et ça pourrait être une voie possible pour suivre une formation. Après avoir parcouru
les compétences transversales fortes, on peut aussi introduire le sujet des compétences de base au travers du projet professionnel, qui soit en cours ou qu'on va construire avec lui, en mettant l'accent sur le fait que la personne a déjà des forces qui ont de la valeur et qu'il serait vraiment dommage de ne pas les exploiter. Par exemple, on pourrait lui dire, sur la partie des compétences de base, je vois que ça pourrait être important de travailler sur le français et les mathématiques pour pouvoir mener à bien ton projet, ou pour t'ouvrir à plus d'opportunités. Ça serait dommage de ne pas faire fructifier ces compétences, tu as plein de qualités à exploiter, qui ont de la valeur dans le monde du travail. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire passer ce message. C'est pas parce qu'on a des compétences de base insuffisantes ou faibles qu'on n'a pas de valeur. Ensuite, en ce qui concerne un petit peu la manière de présenter le bloc des compétences en français et mathématiques, on va pouvoir utiliser Eva pour aborder avec la personne tout d'abord son parcours scolaire, si c'est un jeune qui a récemment quitté l'école. On va partager avec lui les résultats sur son niveau de français et de mathématiques, les forces et les difficultés repérées, puis lui demander s'il est d'accord avec le diagnostic, s'il se perçoit de cette manière. Très souvent, voilà, on va pouvoir aussi comprendre si les difficultés qui ont été repérées dans l'outil, c'est aussi des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Dans le cas où les compétences de base sont faibles, en particulier quand il y a une remontée d'illettrisme et que la personne n'a pas de projet professionnel défini, il est souvent plus opportun de commencer par les compétences transversales, en valorisant les compétences fortes, et effectivement dédramatiser du coup le niveau insuffisant de compétences de base. Il faut vraiment réussir à faire ce lien par l'exemple entre les compétences de base et les métiers qui peuvent les intéresser. Par exemple, dans les métiers de la construction, dans les métiers de bouche, il faut savoir utiliser les conversions, les proportions. Dans les métiers de service à la personne, il faut savoir faire des démarches administratives. Dans les métiers du commerce, il faut savoir faire un inventaire, par exemple. Voilà. Dans le cas où les compétences de base sont acquises et qu'il n'y a pas de difficulté repérée avec les compétences de base, voir avec la personne comment s'en servir comme une force pour atteindre ses objectifs. Si un projet professionnel est établi et si il n'y a pas de projet professionnel établi, comme par exemple une entrée en formation, un emploi ou une embauche, voir avec eux comment s'appuyer sur ces compétences fortes, sur ces acquis pour pouvoir travailler leur projet professionnel. Ils sont forts en maths, est-ce qu'ils aiment bien faire ça? Est-ce qu'ils aiment bien faire des mathématiques? Si c'est le cas, explorer avec eux quels sont les types de métiers dans lesquels cette compétence peut être utile. Ils aiment rédiger, ils ont un bon niveau d'orthographe, on peut explorer aussi avec eux les opportunités que ça peut leur offrir en termes d'opportunités professionnelles. Au-delà de la restitution EVA et vraiment des résultats qui sont affichés dans cette restitution, il y a d'autres éléments, indices, observations qui peuvent être pris en compte. Pour rappel, une passation EVA, ça doit être une passation encadrée pour assurer et garantir la fiabilité des résultats. Pour évaluer les compétences, EVA va se baser pas seulement sur les réponses qui vont être justes ou fausses, aux questions particulièrement quand on parle des compétences de base, mais elle va également se baser sur le nombre de clics, les temps de réponse aux questions. Il faut assurer un cadre de passation conforme où les bénéficiaires ne vont pas être pressés par le temps, vont réaliser le test de manière consciencieuse, et où les aléas de la passation, par exemple des difficultés techniques, des coupures de réseau, ce genre de choses, puissent être pris en compte pour pondérer la fiabilité des résultats au regard des conditions réellement observées de la passation. Quand on n'a aucune idée de comment s'est passée la passation, on peut effectivement pas toujours savoir si les résultats sont biaisés ou pas. S'il y a une aide extérieure qui est fournie, si la passation est bâclée, les restitutions peuvent donner des résultats très éloignés du niveau réel des personnes. Par ailleurs, il est possible aussi d'observer l'attitude de la personne pendant la passation. Au-delà du caractère évaluatif d'EVA, l'encadrement et l'observation des bénéficiaires pendant la passation apportent souvent aux professionnels des éléments complémentaires aux résultats fournis par la restitution. Est-ce que le bénéficiaire a réussi à rester concentré suffisamment longtemps ? Est-ce qu'il s'agace à la moindre contrariété ou au contraire, est-ce qu'il fait preuve de persévérance? Est-ce qu'il s'est demandé de l'aide quand il est bloqué? Voilà.
l'ensemble de ces observations va pas permettre d'étayer une évaluation à proprement parler, mais elles peuvent permettre d'échanger sur d'autres points aussi avec le bénéficiaire, sur ce qu'on a observé qui peuvent être des forces ou des difficultés.